Bienvenue à votre magazine Le Point. Le chef de l'État peut-il être destitué de ses fonctions? Si oui, quelle serait la procédure? Ces questionnements s'est invité sur la place publique à la faveur d'une déclaration d'un acteur politique et d'un avocat. Nous recevons sur ces plateaux le professeur Mbata Mangou André, constitutionnaliste. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation enfin. Merci de m'avoir invité pour la première fois sur Lyon. Voilà. Alors, nous allons d'abord vous donner la parole pour que vous puissiez nous expliquer ce que c'est qu'un constitutionnaliste, tellement vous êtes visiblement jaloux de cela. Bon, c'est une bonne question. J'ai toujours dit qu'en la matière, surtout en ce qui concerne notre pays, j'ai toujours dit que tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Et quel est le problème? Le problème, c'est qu'en droit, il y a plusieurs branches. C'est un peu comme en médecine. Vous avez la chirurgie, vous avez la cardiographie, vous avez la neurologie, vous avez même la dentisterie. En droit, donc, il y a aussi plusieurs disciplines. Vous avez des gens qui font, par exemple, le droit coutumier, le droit de la famille. Ils ne sont pas compétents en matière de la Constitution. Et il y a des gens qui font le droit des transports, le droit des biens, le droit des obligations, le droit économique et social, le droit administratif, le droit pénal, le droit international. Donc, le droit, c'est un champ vaste. Oui. Et effectivement, la Constitution étant la loi fondamentale, tous ces juristes peuvent donner un point de vue ou un autre sur la Constitution. Mais il y a évidemment des experts, des spécialistes de la Constitution. Ce sont ceux-là qui ont poussé plus loin les études les plus élevées. Je pense ici au problème des doctorats et même des masters, parce qu'une simple licence ne suffit pas. Ce n'est pas que je suis en train de dénigrer les diplômes de licence. Ah, mais on sent que pour vous, il y a une sorte de préséance. Il y a d'abord les constitutionnalistes et puis les autres. Absolument, le constitutionnaliste, c'est quelqu'un, c'est un expert en la matière. Il ne doit pas seulement venir se présenter devant les micros des médias. Il doit avoir publié quand même. Il doit avoir écrit dans le domaine. Mais curieusement, dans notre pays, c'est tout le monde, on est abasourdi. C'est tout le monde qui se réveille le matin, il est analyste politique, c'est commun, il est constitutionnaliste, mais c'est du n'importe quoi. Donc, un constitutionnaliste, c'est celui qui passe le clair, il a étudié d'abord, et les études du niveau, du rang le plus élevé, je parle ici d'un doctorat, c'est lui qui doit avoir fait des publications, et en fait, c'est le domaine dans lequel il est en train de se mouvoir. Et sur ce point-là, je dois vous dire clairement qu'il n'y a pas beaucoup de constitutionnalistes dans ce pays. Et que tous ceux qui passent devant vos micros, qui vous disent ils sont avocats, maîtres, ce n'est pas suffisant. Et j'ai aussi dit il ne suffit même pas d'avoir un doctorat en droit ou d'être professeur à la faculté de droit. Et c'est un professeur ordinaire de l'UNIKIN qui vous parle. Et vous avez oublié de me présenter aussi que je suis professeur de recherche à l'Université d'Afrique du Sud. Oui, donc oui. Un doctorat ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être professeur de droit pour se prononcer avec autorité. Évidemment, on n'interdit pas aux autres. Hein? Les autres peuvent se prononcer, mais il y a des experts. Vous n'allez pas demander au professeur André Mbata de discuter des questions de coronavirus avec Dr Mouyembe, par exemple. C'est son domaine, c'est sa spécialité. On ne demande pas à tout le monde de faire le droit concerné, mais chacun a choisi une discipline. C'est un peu cela. Je devais répondre à votre question sur qui est constitutionnaliste et qui ne l'est pas. Voilà, et je vais vous poser une autre question un peu philosophique. Quelle est la force de la science face aux impératifs politiques, ici chez nous, peut-être aussi ailleurs? Mais la science doit garder sa force. La science, quels que soient les impératifs, la science, on est dans le domaine du savoir. Le savoir n'a pas de couleur. Le savoir ne change pas parce qu'il fait sombre ou il y a un régime qui passe. Et revenons au droit constitutionnel, les principes restent les mêmes, quel que soit le régime politique. Et là aussi, c'est ce que nous disons aux constitutionnalistes, et d'une façon générale aux universitaires que vous êtes également, c'est que nous devons rester dignes. C'est-à-dire, un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait dire les choses même quand il n'est pas approuvé par tous. Il est sous le savoir. Ici, malheureusement, on est dans ce que Jean-François Bayard, un politologue français, appelait clairement dans un livre assez intéressant, la politique du ventre en Afrique. On fait la politique du ventre en Afrique. Et effectivement, il n'y a pas que la politique du ventre. Il y a aussi beaucoup de gens qui font la science du ventre. La science du ventre, vous savez, pour accéder à un poste ministériel, pour avoir un peu d'argent, surtout dans un pays comme celui-ci, où c'est la politique qui fait vivre, pour devenir ministre demain, PDG, les gens font la politique du ventre. Et là, ce qui est terriblement déplorable,
c'est qu'on assiste à une grande prostitution des intellectuels dans notre pays. La prostitution des intellectuels. C'est-à-dire, au lieu de dire ce que vous avez étudié, au lieu de penser ce que vous croyez très vrai, mais vous allez vous aligner sur le point de vue des politiciens parce qu'il faut vivre, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment terrible. Je reviens donc à l'essentiel de votre question. La science ne change pas parce qu'il y a des impératifs politiques. Et chez nous, malheureusement, dans un pays comme dans notre pays, on voudrait faire passer les impératifs politiques avant la science. C'est ça le problème. Oui, mais je ne vais pas vous répondre, mais quand on regarde toutes les analyses que vous avez faites sur la matière constitutionnelle, mais on sent que jusque-là, vous n'avez pas encore écorché le chef de l'État. Ça va arriver un de ces 4 matins où il est du bon côté la plupart du temps. Ah bon, vous ne m'avez pas posé la question. Peut-être que là, vous me posez des questions chaque fois qu'il est de bon côté. Tout ce temps ici, il est du bon côté. Chaque fois qu'il est de bon côté, c'est à ce moment-là que vous appelez le professeur André Mbata. Ah bon. Mais effectivement, le chef de l'État, il a des conseillers, tout le monde est faillible. Oui. Il n'y a pas de personne, même le professeur Mbata, il arrive, je ne détiens pas ce que nous connaissons, même en droit constitutionnel, on dirait comme une goutte d'eau dans un verre d'eau. Je peux aussi me tromper, je ne suis pas infaillible. Il n'y a pas ici ce que les catholiques appelleraient le dogme d'infaillibilité pontificale. Non. Même le professeur d'université aussi peut se tromper. Oui. Ah ben c'est très bien de vous l'entendre dire. Mais j'allais d'ailleurs... Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en matière constitutionnelle, chaque fois que je me suis prononcé, oui. Je ne suis pas... Il n'est pas possible que je me sois trompé. Mais professeur, j'allais dire honorable, parce que vous êtes aussi élu, député national de l'UDPS. Est-ce que cela ne peut pas influencer votre perception? Parce que le chef de l'État, il est de l'UDPS. Ça peut influencer. Ça peut influencer. Mais il faut aussi dire une chose. C'est que la science elle-même, et nous sommes ici en sciences sociales, les sciences sociales ne sont pas neutres. Ah oui? Oui. Et non, on dit quoi? Total et global. Ou global. Et quelqu'un qui fait les sciences sociales est nécessairement engagé. Il est engagé pour une cause. Donc vous avez raison. Parlant par exemple des questions politiques, les gens ne le savent peut-être pas assez, mais avec les amis, j'ai dirigé la fameuse transition sans Kabila. Ah bon? Oui. Et nous étions avec des politiciens comme Martin Fayulu. Et avec des amis, c'est nous qui dirigeons les réunions, parfois à New York, parfois à Bruxelles. De la transition sans Kabila, déjà, quand nous nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas de 3e mandat pour M. Joseph Kabila. Mais ce combat-là a été mené par mon institut, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix en Afrique. Et quand j'ai réagi contre le livre de mon distingué collègue, professeur Évariste Bochab, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. L'inanition de la nation. Oui, entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, vous savez ce qui s'est passé. Oui. Et quand j'ai réagi à tout ça, donc ça signifie, je suis constant dans ce que j'ai toujours fait. Je suis constant depuis une dizaine d'années. C'est ce que j'ai toujours fait. Et si dès lors que Félix Tshisekedi ou le changement de régime rentre dans le cadre de ce que j'ai toujours préconisé, vous comprenez facilement que ce n'est pas moi qui m'aligne. Donc je suis dans la constance qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le président Félix Tshisekedi, ça date bien avant. Bien. Alors là, je vais lire une citation. Dans ma lettre, je prie respectueusement le président de la République de bien vouloir rapporter son ordonnance après avoir fait la démonstration de la violation intentionnelle de la Constitution. Évidemment, vous savez de qui il s'agit. Non, je ne sais pas. C'est de maître Théodore Ngoï. Ah ouais. Parlant de la lettre qu'il avait adressée les chefs de l'État, lui demandant de rapporter l'ordonnance désignant ou nommant le haut magistrat de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation. Alors, quel est votre commentaire? Bon, première chose, s'agissant, parce que vous l'avez, c'était le pasteur Théodore Ngoï. J'ai déjà eu une émission avec lui. C'est un avocat? Oui, c'est un avocat. Il a aussi un doctorat. Ah, d'accord. Oui, en droit pénal. Je me suis déjà trouvé sur un plateau, mais pas au même moment. J'ai dit que c'est une matière essentiellement constitutionnelle et il n'était pas qualifié systématiquement pour être en face du constitutionnaliste.
Il n'était pas qualifié. Évidemment, il a un doctorat en droit, il a un master en droit de Mais Oxford est-ce que University. cela empêche qu'on puisse, Mais maintenant, on puisse se faire coacher, par exemple, par un constitutionnaliste comme oui, vous? oui, c'est cela justement. Je lui ai demandé qu'on puisse se retrouver parce qu'il n'a pas que lui. Vous avez des députés, des ministres, des gens qui parlent à longueur de journée, on a violé sans qu'ils ne sachent pas de quoi ils parlent. Revenons à ce qui est dit là-bas. Exact. Après avoir fait une démonstration d'une... De la violation intentionnelle de la Vous Constitution. pouvez arrêter là. Je ne vois pas là où est-ce qu'il a fait la démonstration de la violation intentionnelle de la Constitution. Ici, en réalité, nous trouvons, s'il faut lire les articles de la Constitution, à partir de l'article 165, je crois jusqu'à 167, s'agissant des compétences de la Cour constitutionnelle. On vous dit à l'article 165 que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du chef de l'État. C'est-à-dire si le chef de l'État commet une infraction, il sera jugé par la Cour constitutionnelle. Et l'article 166 définit un peu les infractions pour lesquelles le président de la République peut être poursuivi. Et parmi ces infractions, on parle de la haute trahison. Oui. Et on dit qu'il y a haute trahison quand il y a violation intentionnelle de la Constitution. Je n'ai vu nulle part où le pasteur Théodore Ngoï a fait une démonstration d'une violation, encore moins d'une violation intentionnelle, parce que ici nous parlons quoi? Il y a une nuance au fait. Hein. Mais Je voulais vous poser la question. Nous parlons français, oui. Je voulais vous poser la question. Est-ce qu'on peut violer la Constitution sans le savoir au niveau des responsabilités qu'est celui du chef de l'État? Bon, c'est possible. C'est possible. Mais là encore, c'est comme on dit en droit, actor incumbit probatio. La preuve incombe à l'accusateur. C'est à M. Théodore Ngoï qui devait prouver qu'il y a eu non seulement violation, mais aussi violation intentionnelle de la Constitution. Ce qui est totalement faux. C'est ça que je dis, il faut savoir. Ça, c'est une violation intentionnelle de la Constitution. Vous êtes ici dans le domaine purement du droit constitutionnel. Mais je pense qu'il parlait de la mise en place, au fait, une sorte des mutations ou permutations, en fait, mutations. Il y a eu des juges qui siégeaient à la Cour constitutionnelle et ils ont été mutés vers la Cour de cassation et c'est là, dans la violation de la procédure, selon Théodore Ngoï. Bon, ce qu'il faut dire, c'est ceci. Oui. On a trop dit de choses. Moi, je considère comme une distraction. D'abord, les deux juges, il s'agit de juges Ouboulou et Kilomba, Oui. qui étaient à la Cour constitutionnelle et ils se sont vus nommer comme président à la Cour de cassation. Je crois, dans mon débat avec Lambert Mende, l'honorable Mende sur Top Congo, j'ai eu déjà à répondre à une partie de cette question. C'est-à-dire ici, en ce qui concerne les magistrats, il y a deux ordonnances en réalité. Il y a une ordonnance qui nomme trois juges à la Cour constitutionnelle et il y a une autre ordonnance qui nomme plusieurs hauts magistrats, notamment Ouboulou et Kilomba. Oui, d'ailleurs, pour apporter de l'eau à votre moulin, vous avez posé dans une publication la question à Théodore Ngoï s'il pouvait dire quelle est l'ordonnance qui l'intéressait. Est-ce que celle qui est contestée, c'est celle qui nomme les trois nouveaux juges constitutionnalistes ou les deux anciens juges constitutionnalistes ou les deux à la fois? Mais vous avez mieux compris qu'un juriste. Vous avez mieux compris, parce que rapporter quoi? Il faut être précis. On ne sait pas de quoi, quelle ordonnance il demande qu'on rapporte. Celle qui nomme les trois juges ou celle qui nomme les hauts magistrats, y compris au boulot. C'est vague. Et puis il n'y a pas de violation. Vous savez, dans ce domaine, notamment s'agissant de la nomination de hauts magistrats, l'article 82 de la Constitution dit ceci, que le président de la République nomme et révoque les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc en réalité, il fallait se plaindre contre le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est lui qui fait des propositions et le président nomme. Il est dans une sorte de compétence qui dépend un peu des propositions du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République ne peut pas se nommer, se réveiller un matin comme ça, il nomme les magistrats. Non. Il doit y avoir une proposition et cette proposition-là existe. Évidemment, les gens ont dit, mais ils ne se sont pas réunis. Mais qui allez-vous dire? Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni, on doit vous envoyer à vous une invitation pour vous dire qu'ils s'est réunis. Ce n'est pas possible, ils se sont réunis. Donc, il n'y a pas eu violation intentionnelle. C'est une mauvaise qualification. Violation intentionnelle, c'est quoi? C'est-à-dire, vous violez la Constitution en sachant sciemment que vous êtes en train de la violer. Ici, le président agit sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, en revenant sur le cas de juges Ouboulou et Kilomba, les choses étaient assez simples.
nommés, ils ont été notifiés le 21 juillet. Le 21 juillet, ils avaient un délai, ils pouvaient lever l'option, ils avaient un délai de 8 jours. Parce que la prestation de serment n'est intervenue que le 4 août. Ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas levé l'option. Et même quand ils ont été notifiés par le Conseil supérieur de la magistrature, ils ont accepté la notification sans aucune réserve. Vous verrez ici, si votre caméra peut Oui, voir. oui, sans aucune réserve. Et plus grave, vous savez, ils sont même allés à la séance de simulation, la veille, pour prêter serment. Je ne sais pas, on doit encore vérifier, il semble qu'ils ont été enlevés. Il semble qu'ils ont été enlevés au moment où ils venaient pour la prestation de serment. Parce qu'ils avaient fait la remise et reprise, ils avaient dit au revoir, ils étaient contents. Pourquoi est-ce qu'ils étaient contents? Parce que pour eux, c'était une promotion. Comment ça? Oui. Le président de la Cour de cassation, quand vous êtes, avant d'aller à la Cour constitutionnelle, il n'était que conseiller. Ok. Et ici, ils deviennent président de la Cour de cassation. Et la Cour, l'article 150 de la Constitution dit que les juges sont inamovibles, n'est-ce pas? Mais l'inamovibilité n'est pas absolue. La Constitution dit qu'en cas d'une nomination nouvelle, ou à leur demande, ou sur décision du Conseil supérieur de la magistrature, les juges peuvent changer de place. Donc l'inamovibilité dont on a tant parlé dans certains médias n'est pas absolue. Qu'on lise l'article 150. Donc ces juges ont tout fait, ils étaient d'ailleurs contents. Aux magistrats, la plupart, ils sont dans la soixantaine. Parce que quand vous êtes haut magistrat, vous restez jusqu'à... La retraite, c'est à 75 ans. Alors que si vous restez à la Cour constitutionnelle, vous savez, il y aura tirage au sort au mois d'avril, vous pouvez sauter. C'est tous les 6 ou 9 mois? Oui. Donc, alors que si vous êtes président de la Cour de cassation, vous le restez jusqu'à presque à la fin, à 75 ans, et ils ont sacrifié un privilège énorme. Je ne pense même pas qu'ils sont en bon, ils doivent être en bon terme avec leur famille, ou avec leurs enfants, parce que vous sacrifiez, supposons que vous êtes un conjoint. Supposons que vous êtes un frère. Mais ils sont responsables de leur... ils sont responsables de leur turpitude. Oui, oui, enfin, ils se sont exprimés, vous savez, et ils n'étaient pas contents. Il y a eu un courrier qui est intervenu. Un courrier quand les 8 jours de levée d'option, ils ne se sont pas exprimés. Ils ne se sont pas. Il y a quand même des délais, non? Si on vous dit vous devez venir lundi, vous venez jeudi, est-ce que c'est acceptable? Nulle part. Des juges, on pouvait s'attendre qu'à leur niveau, ils devaient connaître ces choses. Comment des juges constitutionnels peuvent ne pas connaître la loi? Et c'est ça ce qui est très grave pour notre Cour constitutionnelle. Ils avaient 8 jours, ils ne font rien. Bon, alors je voudrais aussi comprendre. Alors donc, il n'y a pas eu violation intentionnelle de la Constitution. Ça, il faut mettre une croix. Le professeur, bon, il est aussi professeur de droit pénal. Pasteur Ngoy, je crois c'est ce que je disais, il doit un peu revoir ces notions-là. Qu'est-ce que c'est qu'une infraction? Même s'il a fait le droit pénal, il sait que effectivement le droit pénal parle des infractions. Mais si on est en matière constitutionnelle, quand est-ce qu'il y a violation intentionnelle, je crois qu'il devait apprendre ça. Alors, il y a le Parlement, en fait, les congrès. Parce que l'émission, la trame de l'émission, c'est est-ce que le chef de l'État peut être destitué dans quelles circonstances? Bon, là, merci à Biwan de me donner l'occasion. Je crois que vous n'allez pas me rappeler lorsque vous verrez quelqu'un qui se réveille constitutionnaliste ce matin, qui fait des déclarations, où ça fait à la une des journaux. Mais on met à la une des journaux des choses qui ne devaient pas être à la une. Ce que je dois dire maintenant, et ce que j'ai dit en d'autres endroits, c'est que le Parlement ne peut jamais destituer Félix Tshisekedi. Vous voulez dire le chef Je de l'État? reprends le chef de l'État ou aucun autre chef de l'État. Oui. Parce qu'ici, effectivement, lorsqu'on a parlé de la décision, c'est parce que Tshisekedi l'a fait. Exactement. C'est pourquoi je l'ai cité. Oui. Le Parlement congolais, dans l'état actuel du droit constitutionnel, ne peut pas destituer le président de la République. Et ça doit être, j'espère que tout le monde, ceux qui vont suivre Biwan vont saisir. Les députés, ils vont rentrer bientôt le 15. Parce que vous savez, il y a eu trop de bruit ici. Quand le président de la République a déclaré l'état d'urgence, il faut qu'il y ait un congrès. On a dit qu'il y aurait un congrès historique. On va le destituer. Voilà, je dois dire à nos amis et à tout le monde, le Parlement congolais, les deux chambres réunies en congrès ne peuvent jamais destituer le chef de l'État. Pourquoi? Même si vous avez 150% de sièges au Parlement. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que cette compétence est exclusivement attribuée à la Cour constitutionnelle
en vertu de l'article 167 de la Constitution. Donc, il y a beaucoup d'agitation. Or, nous avons la majorité. Il y a une interaction entre les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle et les congrès. Mais c'est en amont. Qui prend la décision de destitution? D'abord, merci de me poser la question parce que ça nous permet de revenir à la chose. Ces questions-là sont réglées par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est ça la loi qui vous dit comment la Cour doit fonctionner. Et j'ai amené pour vous aussi le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. D'accord. Si vous avez le règlement intérieur, lisez l'article à partir de l'article 73 à 80. Si vous avez la loi organique, lisez à partir de l'article 100. Comment est-ce que, d'abord, première chose, qui peut destituer le président de la République? Réponse directe, article 167, il n'y a que la Cour constitutionnelle. Comment est-ce que ça doit se faire? Lorsqu'il y a une infraction, lorsqu'il y a des dénonciations, il faut les amener auprès du procureur près la Cour constitutionnelle. Et quand on a dénoncé devant le procureur près la Cour constitutionnelle, il ne fait encore rien du tout. Pour commencer ce qu'on appelle l'instruction préparatoire, le procureur près la Cour constitutionnelle, s'il estime nécessaire, il écrit au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat pour demander l'autorisation des poursuites du président de la République ou du Premier ministre. Sans cette autorisation-là, rien n'est fait. Il ne peut pas entendre. Donc, avant de faire quoi que ce soit, lorsqu'il constate qu'il y a des faits, le procureur près la Cour constitutionnelle demande et introduit une requête aux fins de poursuite. Là, les deux chambres réunies en congrès, les deux tiers, ils peuvent l'autoriser à mener des poursuites. OK? À ce moment-là, il commence à entendre les plaintes, il voit les preuves, il entend les gens comme tous ceux qui disent que le président a violé la Constitution. Lorsqu'il a fini l'instruction préparatoire, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'il fait? Un rapport à l'Assemblée nationale, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il a le pouvoir discrétionnaire. Lorsque les faits ne sont pas établis, il bloque tout. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, oui. Lorsque les faits ne sont pas établis, comme dans ce cas, il n'y a rien, il fait un rapport, dit il n'y a rien, il arrête. Donc, tout comme au terme d'une instruction préjuridictionnelle, il peut décider de classer les dossiers. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Il peut classer le dossier sans suite et il vous fait un rapport. Mais s'il estime qu'il faut poursuivre plus loin, il va faire une deuxième requête. Requête aux fins de mise en accusation. Il demande au Parlement de mettre en accusation le président de la République lorsque les faits sont établis. Et le Parlement, à la majorité de 2 tiers, peut voter la mise en accusation. Ce n'est pas suffisant. Il renvoie la balle au procureur puis la Cour constitutionnelle. Et c'est lui qui prend le dossier, qu'il va saisir la Cour constitutionnelle pour que le jugement commence. Voilà donc la procédure est longue et elle est complexe. Donc, nos amis, ce n'est pas parce que vous, même si tout le Parlement vous appartient, supposons qu'il n'y a pas d'opposition au Parlement, vous êtes 100% des députés, PPRD, FCC, Lamouka. Vous ne pouvez jamais destituer un président de la République. Et je suis malheureux un peu, je suis député, je suis malheureux de le dire parce qu'il y a beaucoup de députés, de sénateurs qui rêvaient qu'à un moment donné, ils peuvent destituer un président de la République. Je m'excuse, mais je dois dire la vérité constitutionnelle. Mais est-ce que ceux qui veulent ne sont peut-être pas aujourd'hui pris à leur propre piège dans la mesure où cette constitution, elle avait été conçue dans un autre contexte qui donnait énormément de marge de manœuvre au chef de l'État et il était devenu presque un monarque institutionnel. Non, pas à leur propre piège. Constitutionnel, je voulais dire. Je crois, vous savez, là, c'est une idée intéressante. Donc, nous ne sommes pas comme dans le système américain aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle de la procédure d'impeachment. Oui. Vous en avez entendu parler. Là-bas, aux États-Unis, le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, y compris le Congrès, ils peuvent impeach le président. Et à ce moment-là, le Sénat agit comme la Cour. C'est ça ce qu'ils ont fait dans le système américain. Alors, ceux qui ne connaissent pas, donc, notre système n'est pas pratiquement le même, Donc, je reviens pour cette constitution, et là, dans tous les cas, ce n'est pas une constitution belge, nous l'avons votée par référendum. Par référendum, c'est une bonne constitution. Je me souviens, je dois avoir dit à l'université de New York que notre constitution était l'une des meilleures.
Et les Américains, ils écoutaient. Le prof, qu'est-ce que tu as dit? Oui. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas tellement la Constitution. Ce sont les individus qui doivent respecter cette Constitution. Nous avons beaucoup de lois qui sont bonnes. Mais vous savez, le problème dans notre pays, c'est quoi? Quand ça ne marche pas, vous voulez qu'on change la Constitution. Mais j'ai toujours posé la question, jamais. Les catholiques, quand ils pêchent, bon, ils ont volé. Nous sommes tous dans des péchés. La Bible dit d'ailleurs que nous sommes tous pécheurs. Ils ne vous disent jamais changeons de Bible parce que nous péchons trop. Ou bien les musulmans ne vous disent jamais changeons de Coran parce qu'on obéit pas. Mais une question, professeur. On se rend compte que dans cette destitution possible du chef de l'État, il y a un homme clé qui est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Et d'où on comprend maintenant tout pourquoi est-ce que il y a eu cette sorte d'agitation dans la mise en place au niveau de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, et qu'aujourd'hui, le procureur général près la Cour constitutionnelle, c'est un homme de confiance du chef de l'État. Non, pas seulement ça. Moi, j'ai confiance dans... Vous savez, l'actuel procureur de la Cour constitutionnelle, c'est un constitutionnaliste très bien formé. Pourquoi je le dis? Bon, il a fait son master de l'Université d'Afrique du Sud. Ah. Oui, très bien formé. Vous avez des acquaintances? Non, je suis heureux. Il n'y a pas que lui. Je suis heureux d'avoir déjà formé plusieurs hauts magistrats sur le continent africain. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il faut établir d'abord qu'il s'agit... Pour nous, c'est blanc ou c'est noir. Ce n'est pas blanc parce que c'est le président Félix Tshisekedi. Il faut établir qu'il y a violation de la Constitution dans ce que vous avez devant vous. Ce que Théodore Onga dit, violation intentionnelle, il ne peut pas le démontrer. Nous sommes au-delà maintenant. C'est un constat que le système est verrouillé au niveau du PG près la Constitution, qui est un proche du chef de l'État. Il peut entreprendre des actions contre le chef de l'État. Et il vient de quel système, le procureur actuel? Il a été formé en Afrique du Sud. Et je voulais vous dire qu'en Afrique du Sud, nous avons une autre tradition dans les pays anglophones où nous enseignons. Jacob Zuma, c'est lui qui lui a créé tous les problèmes. C'est le président de la Cour. Non, c'est une femme, procureure. Oui. Une femme qui était auparavant membre de l'ANC, son propre parti. Et qui est même de sa propre tribu. Et dans le cas de ça, un peu comme le procureur général qui est... Non, il n'est pas de la tribu du président. Non, il est de l'espace... Qu'est-ce que c'est que l'espace? Vous définissez quel espace? L'espace Kasaï. Non, quel espace? Il ne faut pas arriver à évidemment. J'ai voulu juste interagir avec vous quand vous avez évoqué les cas sud-africains. Non, là, le cas sud-africain, c'est Jacob Zuma et Zulu. Oui. La public prosecutor est Zulu. C'est ça la chose. C'est ça la chose. Ce sont des Zoulous. Et ça ne lui a pas empêché de mettre... Donc, dès qu'il y a le fait, à partir du moment où Théodore Ngoï et ses compères n'arrivent même pas à établir qu'il y a une violation intentionnelle de la Constitution, ils n'arrivent même pas à dire quelle loi, ils ne savent même pas dire au président de la République quelle ordonnance il doit rapporter. Ils ne savent même pas le dire. Ils ne savent même pas conseiller. Alors, les avocats, vous avez 8 jours. Mais je me demande comment est-ce que ces deux juges ont trouvé un avocat, ils pouvaient trouver un constitutionnaliste. Parce que vous savez quoi? Le contentieux constitutionnel, ce n'est pas le conflit de contentieux de conflit parcellaire. Si quelqu'un est bon à gagner des conflits en matière de parcellaire, de coups et blessures, il n'est pas bon nécessairement pour là. C'est un contentieux différent. Oui, on vous a déjà beaucoup entendu là-dessus. Mais dites-nous. Donc il n'y a pas eu finalement, non, j'en suis à comprendre comment est-ce que le chef de l'État peut être destitué. Des fois que ça intéresserait les gens. Mais finalement, c'est tellement verrouillé qu'on se dit, ben, finalement, c'est fantaisiste, ça ne peut pas se faire. Bon, vous voyez, c'est le constituant. Cette constitution a été votée par nous, peuple congolais. C'est nous qui avons décidé comme cela. C'est pourquoi j'ai déjà eu à dire au professeur quand j'ai débatté avec Bob Kabamba. Moi, je suis conscient qu'ils disent que cette constitution, c'est une constitution de Liège. Ou c'est une constitution belge, c'est une constitution étrangère. C'est notre constitution. Et on sait le démontrer. Et nous, peuple congolais, compte tenu de ce que nous avons connu comme crise d'instabilité politique, après les guerres, après Sun City, nous avons décidé de stabiliser les institutions. C'est nous, peuple congolais, qui avons verrouillé.
Et en même temps, nous avons déterminé, il n'y a pas que le procureur là-bas. Le procureur aussi peut être sanctionné. L'organe clé, c'est la Cour constitutionnelle elle-même. Et alors, vous savez, en matière, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin, vous dire il y a une infraction. Il y a un organe compétent pour dire quand est-ce qu'il y a infraction et quand il n'en est pas. Vous n'allez pas vous réveiller aujourd'hui et dire non, c'est un cas de cancer, c'est un cas de diabète. Il y a des gens qui ont des outils appropriés pour le faire. Alors, professeur, tout ceci n'est pas plutôt l'expression d'une crise politique qui, à chaque fois, prend la forme du récipient du moment. On n'est pas sans oublier la mise en place dans la police, dans l'armée, les lois Minaku Sakata, l'affaire Ronsard Malonda, et j'en passe d'autres. À chaque fois, il y a eu cette sorte de bras de fer entre FCC Cash et qui ont utilisé peut-être l'effet du moment. Bon, moi, je crois que le problème aussi vient en partie de là. Oui. C'est-à-dire, il y a ici, il y a une coalition qui fonctionne. Je crois que le problème, c'est que les amis du Cash et du FCC n'ont pas compris qu'il y a un président qui n'inaugure pas les chrysanthèmes. Oui, même ceux qui disaient que c'est une marionnette, mais quand vous demandez maintenant sa décision, vous vous êtes rendu compte que vous étiez trompé, qu'il ne s'agissait pas d'une marionnette. Il n'inaugure pas les chrysanthèmes. Les amis du FCC Cash, ils croyaient qu'ils s'étaient abstenus pour quelque temps, ils revenaient. Il y a un nouveau président de la République, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux, c'est un seul. Et c'est celui-là, il faut l'accompagner. Parce qu'il ne faut pas toujours faire des problèmes. Je reviens par exemple, le débat qu'il y a eu, il y a aussi un débat ici sur l'état d'urgence, sur le Congrès. Oui, oui. Dans le même sens. Oui. Le projet et tout ça, dans le même sens, parce que nos amis sont un peu amnésiques. Mais non, mais est-ce que vous... Parce que je crois que le terrain politique s'apparente mieux pour comprendre cela. Mais est-ce que vous semblez aussi oublier que le FCC est majoritaire au Parlement et que c'est normalement sa politique qui devrait être reprise au sein de l'exécutif et vous lui demandez justement d'inaugurer les chrysanthèmes. Non, il n'inaugure pas les chrysanthèmes, il a le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est une collaboration, mais il y a un chef de l'État, il y a un autre guignol de droit constitutionnel qui disait que le Premier ministre est le chef de l'exécutif. Non, dans notre système, il n'y a qu'un seul chef de l'exécutif. Un seul chef de l'État, c'est le président de la République. Mais qui n'est pas responsable devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. C'est pourquoi ils travaillent ensemble. Et à l'état actuel des choses, le FCC a la primature. C'est lui qui dirige le gouvernement. Donc, mais maintenant, quand vous avez un chef de l'État qui a aussi des attributions, il faut collaborer avec le chef de l'État. Parce que vous avez vu tous les débats de la fois passée. Un Premier ministre qui communique avec son président par un porte-parole, ça n'existe nulle part au monde. C'est un peu de l'amateurisme politique. Mais le président de la République avait rabroué aussi le Premier ministre lorsqu'il a demandé à être reçu. Non. Parce que le Premier ministre, après toutes les explications, notamment celles que nous avons données, le Premier ministre lui-même a compris, quand ils sont allés en conseil des ministres, il n'a plus posé le problème. Parce qu'effectivement, vous savez, la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissances ». Alors, à partir du moment qu'on avait éclairé, il n'y avait plus de débat. Donc, le FCC, il a beaucoup de députés au Parlement, mais maintenant, il faut travailler avec le président de la République, parce que c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui représente la nation à partir de l'article 69. C'est lui qui assure la continuité de ces publics de l'État. Le problème dans notre pays, c'est quoi? Vous avez un individu qui a même pas une institution. C'est le chef de l'État. Donc, vous devez travailler. Et en 2023, quand arrive 2023, les gens ne vont pas demander de comptes d'abord au FCC. Justement, c'est ça. Ils vont demander de comptes. Mais vous savez que 2023 est aujourd'hui en filigrane dans toutes les actions politiques parce que nous sommes déjà dans une projection électoraliste. Ouais. Le FCC n'a pas besoin d'accompagner le cash pour que le cash prenne la prochaine fois la présidence de la République et s'arroge la majorité qu'il voudra.
le CACH veut aussi récupérer, non, le FCC veut aussi récupérer la présidence qu'il n'a pas la prochaine fois. Tout à fait. Alors, et c'est leur droit. Et alors, ce fonctionnement-là empêche au CACH d'exister politiquement parce que vous voulez que toute la lumière rejaillisse sur le chef de l'État. Et donc, eux, ils vont faire de la figuration. Et en politique, ce n'est pas bon. Ah, non, mais je vous comprends. Je vous comprends. En réalité, le FCC joue pour sa survie. Bah aussi, oui, c'est légitime. Oui, c'est légitime. C'est un droit légitime. Oui. Mais c'est aussi légitime que quand ils vont inventer des infractions de haute trahison et de violations intentionnelles. Je n'en sais rien, mais est-ce que... c'est légitime qu'on puisse les remettre, leur demander... Est-ce que la coalition FCC-CACH n'a-t-elle pas finalement atteint ses limites? Bon, je ne sais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est ceci. C'est que le président de la République a été élu pour servir le peuple et le peuple d'abord. Je suis en train de dire, en précisant que, quelle que soit la coalition, une coalition ne peut pas empêcher le chef de l'État de poursuivre son mandat. Cette coalition ne vaut la peine pour nous tous, pour vous également, et pour notre peuple, que si cette coalition contribue à l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Mais si c'est une coalition pour se partager le pouvoir, vous croyez que la magistrature, je mets un magistrat, mettez deux, dans l'armée, mettez un général, je mets un général, mettez un policier, je mets un policier, c'est quoi ça? Mais c'est le mode opératoire. Ce n'est pas le mode opératoire, ça ne doit pas exister. Ah. Donc vous êtes parmi les faucons autour du chef de l'État. Je suis constitutionnaliste. Je suis constitutionnaliste. Vous savez, je suis constitutionnaliste. C'est ça la constitution. Parce que très souvent les gens disent, mais il y a d'autres constitutionnalistes en dehors de moi. Vous ne voyez pas les vrais constitutionnalistes venir dire contester le professeur André Mbata. Bon, il faudra qu'on fasse un débat. Juste là, non, ils ne viendront pas. Je ne viens pas ici parce qu'il y a un débat, je parle seul. Ils s'expriment dans les médias. C'est parce que la plupart, les rares, ils ne sont pas nombreux. Et le FCC n'en a pas beaucoup. La Mouka encore moins. Parce qu'ils sont d'accord avec ce que dit le professeur André Mbata. Pourquoi vous voulez nous mettre toujours en débat, monsieur? Non, mais ce que je disais, c'est que au-delà du côté de tous ces débats constitutionnalistes, il y a un soubassement politique. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, qui, à mon sens, devrait donner les grandes lignes même. Mais ces soubassements politiques ne signifient pas que le FCC accompagne les CACH alors que le FCC est majoritaire au Parlement. Mais John, vous n'êtes pas en train de parler quand même au nom du FCC. Je risque de prendre ça pour votre propre argument. Non, je n'ai pas entendu. J'essaie de vous faire parvenir le point de vue contraire au vôtre. Non, ils ont des institutions bien établies. Je n'ai pas entendu le FCC dire que nous sommes en train d'accompagner. Je les ai plutôt entendus dire ils dirigent le gouvernement. Mais quand vous voyez par exemple la manière dont ils réagissent à chaque point, vous sentez qu'il y a beaucoup de frustration aujourd'hui. Quand on prend les derniers cas, c'était celui de la police et de l'armée. Mais c'est vrai que vous, les hommes du droit, vous avez expliqué, mais c'est resté comme, c'est passé comme une couleuvre. Ça faisait pas bien quand même. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire c'est le background de la politique. Vous avez les politiciens, ils aiment le pouvoir pour le pouvoir. Le FCC, je comprends leur frustration, comme qui dirait, on comprend leurs émotions. Donc ils veulent revenir en 2023, et plus grave, ils voulaient même que l'autorité morale revienne. Moi je dis non, qu'on laisse l'autorité morale tranquille, parce qu'il ne reviendra pas. Et qu'il s'arrange autrement, il ne reviendra pas. Mais de bonne guerre, mais je crois que le FCC a intérêt à travailler avec le président Félix Tshisekedi. Parce que, intérêt pourquoi? Parce que je crois que sa réussite peut aussi rejaillir positivement sur le FCC. N'oubliez pas que le FCC a dirigé pendant 18 ans et que notre peuple n'a pas toujours gardé de très bons souvenirs. Mais vous savez que je n'ose pas vous rappeler, en son temps que entre Néhémie Mwilanya et Jean-Marc Kabound, il y a eu entre les deux des déclarations. Le Kabound qui reconnaissait que le FCC avait la majorité pour pouvoir gérer tout seul, mais qu'ils ont accepté, tout en connaissance des causes, de faire une coalition. Et donc aujourd'hui, ça peut paraître comme une du prix, parce qu'en vous entendant parler, c'est le CACH qui est
tout puissant qui est... C'est Oui, c'est l'État qui est tout puissant aujourd'hui. c'est vous qui le dites, mais permettez-moi, vous avez invité un constitutionnaliste. Et je vous réponds sur ce point-là. Oui. Un point de vue personnel. Oui. Et du constitutionnalisme. Parce que le pauvre Moulin aussi, il n'est pas constitutionnaliste, je comprends. Non, c'était entre politiques, hein, Entre évidemment. politique. J'ai toujours tendance à vous ramener vers la politique. Vous me l'amenez. Mais vous voulez les débats constitutionnalistes. Je sais que... Bon, maintenant, sur le plan constitutionnel, Oui. moi, je suis de ceux qui étaient d'avis qu'il fallait nommer un informateur. Parce que sur le plan du droit constitutionnel, si vous lisez l'article 78, aucun parti politique n'a la majorité. Aucun parti politique. Je suis à l'Assemblée nationale, aucun parti n'a la majorité. Le PPRD qui a le plus de députés, c'est une centaine. Et dans le cas actuel des choses, il fallait absolument nommer un informateur. Je dois dire ici que l'honorable Kabound, il est député, et l'honorable, parce que ce sont des politiques, l'honorable Némi Moulania, il est aussi député. Ils avaient agi tout simplement comme des politiciens parce que aucun parti n'a la majorité. Vous savez vous-même, et un journaliste averti, que le cash n'a pas d'exigence juridique. Non. Vous savez aussi que le FCC n'a pas de reconnaissance juridique. Tout à fait. C'est le PPRD qui est reconnu. C'est l'UDPS qui est reconnu. Aucun parti pris individuellement n'a la majorité au Parlement. Et à mon avis, c'était une erreur. C'est un point de vue du constitutionnaliste. C'était une erreur. Il fallait que le président de la République devait nommer un informateur, mais il avait été nommé induit en erreur. Alors, comment éviter des crises à répétition pour que le pays aille finalement de l'avant? Parce qu'on a l'impression qu'avec les 2 années presque passées, nous faisons du surplace. Et d'ailleurs, je crois que je n'invente rien. On a même entendu au niveau de l'UDPS certains dire, bon voilà, il ne faudra pas compter l'année Covid. Je ne sais pas du point de vue constitutionnel comment ça va se justifier. Mais bref, ma question c'est, comment faire pour s'en sortir? Ça sera peut-être par là que nous allons terminer cette Oui, je crois que notre peuple n'a pas intérêt à ces crises de politiciens. Et c'est de la politique politicienne. Notre peuple a intérêt à aller de l'avant. Notre peuple a intérêt à ce que le président de la République qui a promis à la nation, il travaille dans l'intérêt du peuple d'abord et qu'il y ait des résultats palpables. Notre peuple n'a pas besoin de ces querelles. Et au finish, notre peuple entend aller aux élections. Nous, là si je veux parler en politique, vous avez toujours regretté que je sois toujours du côté du conseil, mais nous au niveau de l'UDPS, nous avons des séminaires sur les élections en 2023. Oui. Et nous sommes pressés d'aller aux élections. Nous sommes pressés, pourquoi? Parce que tout le monde a des ambitions, comme le FCC. Pourquoi est-ce que le pauvre Mbata n'aurait pas des ambitions de devenir Premier ministre lorsqu'ils ont la majorité au Parlement? Donc nous n'avons pas intérêt non plus à faire perdurer la situation où la majorité ne nous appartient pas. Le Premier ministre vient d'ailleurs. Donc l'UDPS est pressé d'aller aux élections, et des bonnes élections. Ah, même pour ce qui est on ne doit pas créer des conflits inutiles. Il n'y a pas eu violation intentionnelle de la Constitution. Il n'y a pas eu haute trahison. Le pasteur Ngoï pouvait suivre la voie administrative, faire un recours gracieux. C'est le droit administratif. Pour voir si le président pouvait rapporter en précisant quelle ordonnance il n'a pas pu. J'ai même peur que sa requête n'aura pas gain de cause. Comme vous l'avez vu vous-même, on ne sait pas quelle ordonnance il attaque. Il n'a pas prouvé la violation intentionnelle. Notre peuple n'a pas besoin de ça. Le Parlement, je dis, il ne peut jamais destituer un chef de l'État en droit constitutionnel congolais. Ceux qui rêvaient doivent oublier de rêver et travailler. Et si vous êtes politicien, travaillez dans l'intérêt du peuple congolais. On a vu que la situation sociale s'est beaucoup dégradée aussi pendant que nous y sommes. Et il s'est dégradé, mais il y a des choses qui sont faites, notamment avec Félix Tshisekedi. Le problème, la question de l'état de droit. Si nous pouvons poursuivre ce chantier de l'état de droit, vous savez, la corruption, vous savez, les détournements, les exonérations dont on a parlé, vous avez même, malgré le Covid, la douane a fait des recettes. Alors qu'on en allait nous dire le Covid, même les contributions. Donc l'état de droit, nous devons tous être soumis à la loi. Nous devons tous travailler dans l'intérêt de notre peuple. Et je termine peut-être par cette phrase-là. Je vous en prie. La politique n'a pas de sens si elle ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie d'un peuple. Merci beaucoup, professeur André Mbata. Je vous remercie. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de partout. Au revoir et à très bientôt.